Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 24 février. Les policiers chez les pompiers d'Indre-et-Loire. Objectif, apprendre à intervenir ensemble dans les secteurs urbains difficiles. La révolution numérique est en marche dans les écoles de la région centre. Et puis enfin, les 100 000 lettres de Mény-Grégoire feront l'objet d'une thèse universitaire. Bonsoir, pompiers et policiers s'entraînent ensemble. Objectif, intervenir dans des secteurs urbains difficiles. Le centre de formation des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire accueillait hier pour la première fois les hommes de la direction départementale de sécurité publique pour un exercice commun de mise en situation. Jérôme Alain. Voilà, vous prenez la lance à haute pression et puis vous attaquez la VL là. Par contre, vous faites attention. Par contre, on n'a personne, on va éteindre le feu de VL. Si vous pouvez être au moins à côté de nous. Par contre, nous sommes au centre de formation des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire à Ballon-Miré. Ce n'est qu'un exercice. Le scénario, un fonctionnaire de police est blessé coincé sous sa voiture. L'intervention des pompiers est nécessaire mais se fait sous les projectiles de faux assaillants. La situation dégénère, une voiture brûle et la tension monte quelque peu. Depuis 2 jours, pompiers et policiers travaillent sur ce type d'exercice, avec pour objectif commun d'anticiper de telles situations de violence lors d'interventions communes, mais bien distinctes. Les sapeurs-pompiers et les policiers, nous n'avons pas les mêmes objectifs en termes d'intervention. Néanmoins, on est amené à travailler au quotidien ensemble, quel que soit le type d'intervention. Et donc, il y avait un manque dans des situations très particulières de violence, à ce que les sapeurs-pompiers et les policiers, nous travaillons en amont sur des scénarios pédagogiques de manière à bien se connaître et que chacun puisse remplir la mission qui est la sienne en toute sécurité. Le souhait était un petit peu véritablement de rendre régulier et de manière, je dirais, récurrente ce type d'exercice. Et donc de l'écrire de manière à pouvoir harmoniser les pratiques et notre formation commune. Les formations de ce type vont se poursuivre tout au long de l'année. La prochaine session est prévue en mai. D'autres scénarios vont être imaginés pour mieux gérer les situations à risque lors de tels événements. 2 mineurs interpellés pour tentative de vol à main armée. Le 21 décembre dernier, les 2 braqueurs avaient agressé le gérant d'un bar tabac à Jouer-les-Tours. Une information judiciaire a été ouverte. Les suspects ont été placés en détention provisoire à la maison d'arrêt de Tours. Du nouveau pour la femme noire. Souvenez-vous, cette polémique qui était au centre des élections cantonales et qui avait même été relayée par les journaux américains. L'œuvre de Michel Audiard devait finalement être installée sur le site de la maison familiale de Rougemont, un peu plus au nord de l'abbaye de Marmoutier. Pour que ce projet soit totalement finalisé, le plan local d'urbanisme devra être modifié. Politique, c'est officiel. Guillaume Pelletier vient d'être nommé porte-parole adjoint du candidat président Nicolas Sarkozy. Et avec lui, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a dû quitter son ministère de l'écologie. Le candidat sur la première circonscription d'Indre-et-Loire tiendra sa première réunion de porte-parole demain matin à Paris. Et puis, autre annonce, celle de Maurice Leroy qui était en visite à Tours aujourd'hui pour un déplacement sur le thème de la politique de la ville. Le ministre de la Ville annonce le déblocage d'une enveloppe supplémentaire en faveur des contrats urbains de cohésion sociale. On l'écoute. J'ai décidé d'accorder une rallonge budgétaire de 150 000 euros, 150 000 euros pour le préfet d'Indre-et-Loire qui pourra ainsi mettre des crédits supplémentaires dans les contrats urbains de cohésion sociale. J-1 avant le Salon international de l'agriculture qui se tiendra à Paris. À l'occasion de ce salon, la Touraine sera mise à l'honneur sur le stand de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire le 1er mars. L'occasion de faire découvrir aux visiteurs une spécialité tourangelle, le nougat de Tours. Michael Briffaut a suivi la préparation de 130 nougats pour ce rendez-vous incontournable. Cela fait 3 jours que Pascal se prépare pour le Salon de l'agriculture. Avant d'aller à Paris, il doit réaliser 130 nougats de Tours de tailles différentes. Alors, avec ce geste devenu presque automatique, il couvre les fruits confits de son mélange d'amandes et de blanc d'œuf monté en neige. Et son objectif n'est pas forcément de faire des affaires, mais plutôt celui d'amener à découvrir cette spécialité locale. Franchement, je ne regarde pas si c'est économique ou pas, si c'est rentable ou pas. Avant tout, c'est le plaisir d'y aller.
c'est l'ambiance, c'est magique. On n'y va pas pour tout vendre d'un seul coup. Ça, franchement, c'est vraiment trop beau pour vendre tout d'un seul coup. Mais le but, c'est comme je vous dis, de faire goûter d'abord le nougat aux gens. Et pour faire découvrir ce produit local, le pâtissier a déjà cuit et emballé des petites portions, plus faciles à transporter. Cela lui permet aussi d'attirer les gourmands du salon et surtout les curieux qui s'interrogent sur ce nougat un peu différent. On leur dit surtout c'est un gâteau. Alors les gens sont quand même étonnés, ils veulent ah bon c'est un gâteau, donc ils veulent quand même goûter. Donc c'est pour ça qu'on leur fait quand même déguster des morceaux de nougat de Tours. Et donc voilà, ils accrochent tout de suite ou pas. Donc on leur dit comment il faut l'accommoder et puis là, oui c'est pas mal et tout. Et pour ces visiteurs du salon, Pascal a même préparé ses petits conseils. Accompagner une part de nougat avec une boule de glace à la vanille et un peu de crème anglaise. Le résultat, un dessert comme au restaurant, mais façon Tourangelle bien sûr. Elle a été la voix de RTL dans les années 70. Ménie Grégoire, ce nom vous dit sûrement quelque chose, animatrice d'une émission quotidienne consacrée à la condition féminine. Ménie Grégoire répondait à l'antenne au courrier de ses auditrices. Aujourd'hui, les 100 000 lettres conservées à Tours s'apprêtent à faire l'objet d'une thèse universitaire, une thèse en partie financée par le ministère de la Famille. Vivien Scherer. Les plus jeunes ne la connaissent pas, pourtant Ménie Grégoire, 92 ans, est une figure. Pendant 10 ans, la journaliste a animé une émission quotidienne de psychologie sur RTL. Elle devient la confidente des auditeurs et reçoit près de 100 000 lettres. Un trésor qui intéresse aujourd'hui 2 chercheurs de l'université de Tours qui débutent une thèse. Pourquoi cette thèse? Parce que le fond est exceptionnel et qu'il y a vraiment un sujet de thèse. Avec les lettres, on va avoir un portrait de la population française féminine à un moment particulier de l'histoire de France, en gros entre 67 et 78. Donc pour faire simple, de la loi Neuwirth à la loi Veil. Et ce qui est intéressant, c'est que ces lettres-là nous permettent d'avoir accès directement à ce que pensent les femmes qui vivent cette époque. Avec Ménie Grégoire, tous les sujets sont abordés. Égalité homme-femme, avortement, contraception, homosexualité, divorce ou encore prostitution. Pour la première fois, la parole se libère. Tout le monde racontait la vérité, des choses dont on n'osait pas parler. Ça a été très important, je crois. Ça a donné le droit de parler de choses qui étaient quasiment secrètes. Et en particulier de faire un tableau de cette société avec ses qualités, ses défauts et ce qu'on en attendait. Une convention est dorénavant signée entre l'État et l'université. Le secrétariat à la famille, qui s'intéresse à la démarche des chercheurs, va en effet financer la thèse à hauteur de 20 000 €. Un travail qui devrait durer entre 2 et 3 ans. Et puis à propos d'université, la Fondation François Rabelais, dont la mission est de rapprocher les mondes économiques et universitaires. Yolande Delacruz recevait Claude Greff et Maurice Leroy. Les 2 ministres se sont entretenus avec la présidente de la Fondation. On l'écoute au micro de Brian Bock. Notre ambition est d'enrichir le développement partenarial avec les entreprises et également essayer d'amplifier le rayonnement de l'université François Rabelais. Donc la venue des ministres aujourd'hui nous flatte car c'est une reconnaissance de notre travail. Révolution numérique dans les lycées de la région centre, terminé les tableaux noirs et la craie blanche. Place à des tableaux blancs numériques au lycée Vaucanson. C'est une première. 3 classes de seconde apprendront leurs cours d'anglais et de biologie sur ces écrans dernière génération. Leur prix entre 2 000 et 3 000 €. Au total, la région centre s'est équipée de 301 tableaux numériques, soit 29 pour le département d'Indre-et-Loire. Agnès Michaud. Écrire, surligner, enrichir d'informations trouvées sur Internet et tout cela pendant le cours, au gré des questions des élèves. Les atouts du tableau blanc interactif sont évidents. Les élèves peuvent être maîtres de leur apprentissage, mémoriser leur brouillon par exemple, réalisé sur le tableau. Avec le tableau vert ancien, il fallait effacer à la fin de l'heure. Là, ils enregistrent sur leur compte numérique et ils peuvent donc retravailler leurs travaux, leurs écrits à la maison, et donc il y a un prolongement. Autre outil en expérimentation, le manuel numérique. Les élèves sont 2 par poste et naviguent à leur rythme sur les pages de cours et d'exercices. Pour l'un comme pour l'autre, le but est simple mais ambitieux,
révolutionner la pédagogie en utilisant les technologies de l'information et de la communication pour rendre le cours plus interactif et plus attrayant pour les élèves. Un pari réussi. Comme ça, c'est plus calme en fait. Le professeur il explique mieux. Il n'y a pas de problème en fait au niveau de l'écoute. En fait. Mais la phase de rodage n'est pas encore terminée et les professeurs rencontrent parfois quelques soucis techniques. La formation à l'utilisation de ces nouveaux outils se révèle souvent insuffisante. Le débit est encore trop faible et les logiciels parfois instables. Mais le problème principal reste l'offre en termes de manuels numériques, parce que pour l'instant, les éditeurs ne semblent pas vraiment avoir joué le jeu. Il ne s'agit pas simplement de numériser les livres, mais il faut que les éditeurs puissent proposer de nouveaux produits qui vont lier l'image, le texte, la voix, qui vont lier la leçon, l'exercice, qui vont dans les exercices apporter de l'interactivité, de la prise en compte des parcours de manière très individuelle. Du chemin reste donc à parcourir d'ici décembre 2012, fin de la période d'expérimentation. En région Centre, on dénombre déjà 301 tableaux blancs interactifs, dont 29 en Indre-et-Loire. Un dispositif qui pourrait être généralisé par l'Éducation nationale s'il est jugé convaincant. Et quelques mots de sport à présent avec du foot d'abord. Le Tour FC rencontre Amiens ce soir. Après 6 défaites consécutives à l'extérieur, les hommes de Peter Zedler devront mettre du cœur à l'ouvrage pour affronter la lanterne rouge du classement de Ligue 2. Et puis autre temps fort du week-end, l'ADA Blois se déplace à Saint-Étienne. Nous y reviendrons lundi prochain. Et on termine ce journal avec ces images. À table, c'est le nom de l'exposition qui se tient en ce moment à l'espace d'exposition du Loir-et-Cher. Alors vous l'aurez compris, le thème c'est bien évidemment la gastronomie française. Je vous rappelle que la gastronomie française a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2010. Voilà donc une exposition que vous pourrez aller voir jusqu'au 28 avril. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle de la suppression des droits de plantation avec Philippe Brisbard, président du comité régional de l'INAO et vigneron de Vouvray. A tout de suite.